Voilà, j'ai attendu les quelques secondes fatidiques pour que mes premières paroles ne soient pas coupées. Alors bonjour à toutes et à tous et je suis, à démarrer une première conférence qui sera la première de 3 sur les monuments terrestres disparus de Marseille. Puisque Marseille a beaucoup d'histoire, donc je vais attaquer le plus gros morceau, hein, qui représente l'histoire des remparts de Marseille. Et et vous allez voir qu'on va remonter très, très loin dans l'historique pour, le démarrage de ces remparts et on va voir ce qui va en rester de ces remparts qui ont démarré à l'origine de la naissance de Marseille, donc avec, justement, hein, les fameuses légendes de Protis, hein, et l'union entre, un armateur grec et une native de la région marseillaise de l'époque. Alors, les remparts de Marseille. Voilà, donc on peut considérer que nous sommes donc à la naissance de la ville, enfin d'abord du village des Grecs au 5e siècle avant notre ère. Et déjà à cette époque-là, évidemment, comme les villages étaient solidaires, mais et aussi s'entretuaient entre eux pour obtenir justement des avantages, hein, sur les biens qu'ils pouvaient posséder. Et l'homme a toujours été un guerrier pour pouvoir vivre et survivre. Donc, des fortifications vont naître dès l'Antiquité, dès l'origine, hein, de la création de Marseille. Et le village va s'installer sur la pointe de Marseille, au nord de ce qu'on appelait maintenant le Vieux-Port. Voilà, et là, vous pouvez regarder que il y avait toute une. Alors, la mer était un rempart possible avec ces rochers, mais il y avait des fortifications qui ont été dessinées, démarrées à ce moment-là. Et pour se sauvegarder au nord justement d'évasions possibles, qui ont eu lieu parfois, une muraille qui représentait l'équivalent d'1,1 km de longueur s'installait de la Joliette jusqu'à la hauteur de la Bourse. Alors pourquoi la Bourse? Parce qu'à cette époque-là, le Vieux-Port avait une petite pointe que je signale dans mon mouvement ici, euh, exactement, et si vous voyez le dessin à côté, hein, la pointe et le contour de l'origine est en bleu. Si vous suivez le tracé que j'effectue, je suis au 10, au 11, au 13, au 12, au 4, au 1 et au 2. Nous sommes sous la bourse. Et quand la bourse a été, des plans, des travaux ont été faits pour la construction de fameux centres multicommercial, ben, on a découvert le fameux port antique, hein. Alors pourquoi port à ce moment-là? Parce qu'il y avait justement une pointe qui représentait justement cette baie, hein, qui était une enclave qui rentrait un peu plus, qui a été comblée, puisque là, vous avez en tracé bleu la ligne ancestrale qu'ont connue les premiers phocéens quand ils ont débarqué, et la réalité de ce que nous avons actuellement, hein. C'est-à-dire qu'il y a eu chaque fois des rognements, et surtout sur le côté euh, sud euh, et le côté ouest, un gain sur la mer, principalement par l'acquisition de ports, hein, effectivement. Voilà, donc, donc, première muraille à l'origine. Donc là, nous sommes hein, au 5e siècle avant Jésus-Christ, ça représente un certain nombre d'années, plus de 3000 ans déjà passés. Alors en revenant sur ma pointe, je vais m'intéresser principalement autour de ce qui se passe autour de la bourse, parce que c'est là qu'était le point d'entrée, le point crucial de la ville. Ou de l'autre côté, si on est plus récemment, là où il y avait la pointe du Lacidon, hein, qu'on appelle le Lacidon, parce qu'il coulait à ce moment-là justement un petit un petit ruisseau qui alimentait, hein, la ville par ailleurs, enfin le village par ailleurs. Parce que tout village, quelle que soit l'origine dans le monde entier, on construit un village sur un point de défense, de forteresse, et un deuxième point, il faut avoir aussi de l'eau, hein, pour pouvoir survivre. Donc là, nous sommes sur la pointe du Lacidon, hein, que je signale ici par mon petit tracé. Et vous avez ici tout le bord de la muraille. Voilà. Alors il y avait
de cette muraille, il y a plusieurs tracés qui sont effectués. Les plus vieilles correspondent aux tracés les plus noirs, ce qui correspond au chiffre 2. Et voilà. Et il n'y avait qu'une porte plus rudimentaire. Et au fur et à mesure de la construction, du 4e au 2e, et voire jusqu'au 1er avant Jésus-Christ, eh ben, on va construire, les plus récentes sont celles qui vont s'enrichir de tours carrées. Donc celle-ci a disparu, mais celle-ci, il reste quelques lambeaux qui ont été découverts au moment des travaux pour construire le centre bourse. Voilà, donc il y a 2 tours construites qui étaient donc à l'est et qui vont progressivement s'enrichir d'autres et des bâtiments annexes, hein, pour pouvoir faire vivre la ville. Tout autour, on était dans les marécages, hein. Tout ce qui était autour, c'était du marécage, puisque le point d'eau était écoulé par ici et il y avait pas mal de débordements d'eau à cette époque-là. Alors là, nous l'avons de façon plus caractéristique et schématisée, hein, et des meurtrières ont été retrouvées, une courtine, c'est-à-dire un mur reliant deux tours de plus de 22 mètres de long a été découvert pendant la recherche. Alors voici des exemples. On ne va pas tous les montrer parce que le but, c'est pas de faire l'inventaire du port antique, mais simplement de regarder ce qui reste des bouts de muraille. Hein, c'est le mur on appelle le mur de Crinas. Alors pourquoi Crinas? Parce que c'était une habitation d'un des riches qui avait construit autour, hein, sur ce mur, et il l'a sauvegardé de façon indirecte en s'appuyant sur ce mur de son habitation qui a disparu par ailleurs, hein, au cours des siècles. Donc voilà, premier élément, donc construction de ces premiers remparts antiques. Donc là, nous sommes, on va remonter dans le temps et on est en 49 avant Jésus-Christ. Et là, une guerre intestine entre César et Pompée va se dessiner au sein de Rome. Le Sénat a choisi Pompée comme empereur, hein, mais César va se rebeller pour pouvoir prendre sa couronne. Et Massilia, qui était indépendante jusque-là, a toujours été, dans la mesure du possible, au regard de tous ses voisins puissants, va se rallier à Pompée. Et mal lui en fit, puisque César va, pour s'appuyer sur des comptoirs qu'il avait en Espagne, va s'appuyer et va vouloir s'appuyer sur la ville de Massilia. Mais évidemment, Massilia étant aux mains de son ennemi Pompée, eh bien, il va avoir une rébellion. Donc, sur le plan qu'on voit dessiné ici, cette muraille va servir de bastion de protection contre les attaques de César, qui va installer son camp sur les hauts de Marseille-Nord, si vous voulez. Hein, voilà. Et il va faire des attaques à la fois sur terre et à la fois par mer. Et comme César avait pris une alliance avec une autre ville voisine mais concurrente qui était Arles, bon, elle ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais il va donc s'allier et construire des navires de combat à Arles qui vont venir attaquer la ville. Voilà, donc le siège va durer un certain nombre de temps, près de 6 mois. Et un des chefs des centurions, Decimus Brutus, bon, qui était de César, va enfoncer les forces navales de Pompéi et ceux des Massiliens. Voilà, donc la bataille. Et puis, il y a eu même une bataille à Tarentum, c'est-à-dire à Saint-Cyr, hein, enfin au Lec. Hein, une grosse bagarre qui a eu lieu au Lec aussi. Hein, et César va être proclamé dictateur. Alors César ne va pas écraser la ville, le mettre sous son joug, il va la rendre indépendante, mais il va créer, je dirais, il va créer, comment dire,
un regard, une force dissuasive qui va installer en face du vieux port, sur la montagnette, hein, qu'on appellera la Garde. D'où le terme de la Garde, hein, qui deviendra plus tard, ou va s'installer plus tard, une petite chapelle qu'on appellera Notre-Dame de la Garde. Donc on peut dire que le mot garde vient déjà de Jules César, qui va installer une troupe sur ce massif, hein, en face, où plus tard s'élèvera une petite chapelle qui va être dédiée à Notre-Dame de la Garde. Voilà. Là, vous avez, au fur et à mesure des siècles, jusqu'au 5e, 6e siècle, elle va rester dans cette configuration de ce triangle, et elle va s'appuyer sur des configurations de micro-remparts, hein, de petites forteresses, au regard des buttes, que ce soit à Saint-Laurent ou la butte des Carmes, hein, qui sont les deux plus importantes, et ils vont faire circuler, dont on voit une partie en pointillé, donc un aqueduc pour faire vivre cette ville, qui va s'appuyer de bien plus loin, hein, cet aqueduc, sur toutes les l'eau venant des renforts du Garlaban et de l'Yvonne par ailleurs, qui à l'époque qui s'appelait Uvelva. Voilà, donc des renforts complémentaires qui vont disparaître au fur et à mesure du temps. Du 6e, à partir du 5e siècle, va se créer en même temps, il y aura une christianisation, hein, donc de Massilia. Les Romains, bien évidemment, vont perdre tout leur territoire sur quasiment toute l'Europe, où ils avaient une emprise hallucinante, et va s'implanter donc une abbaye, mais qui était une abbaye, une grosse chapelle qu'on appelle l'abbaye Saint-Victor, hein, qui est créée par Jean Cassien, bon, qui va être même sanctifiée, hein, et tout doucement, au fur et à mesure, cette abbaye va prendre de l'importance. Elle va gagner toutes les terres qu'elle va cultiver. Les marécages, elle va les transformer pour faire des terres cultivables. Et au fur et à mesure, bon, ben, la ville va se peupler progressivement au cours des siècles. Bon, évidemment, arrivera un point où les guerres avec nos ennemis, les Espagnols, va principalement amener à transformer cette abbaye Saint-Victor en une bastide romane que nous connaissons actuellement. Donc c'est une image que vous voyez là, c'est celle qui a été tirée récemment, hein, où donc c'était une abbaye forteresse, hein, où il n'y avait que des tours, mais pas quasiment de remparts, puisque dans l'une, c'était des cloches, dans l'autre, c'était tout à fait en bas, c'était une nécropole. Voilà, donc il y a progressivement un renforcement, hein, de ce bastion, et à partir de ce bastion de Saint-Victor, ben, va s'imaginer tout doucement la construction de remparts qui pourraient entourer les terres autour de ce qu'on appelle nous maintenant le Vieux-Port. Bon, donc c'est ce qui va se passer. Alors là, vous avez un plan plus général où on voit qu'on garde les ossatures de ce qu'il existait sur les remparts face à la mer. Les seuls points de faiblesse étaient le port d'entrée, donc va se construire donc, au XIIIe siècle une tour, hein, et là, et vous allez voir ici, là, vous voyez que j'indique, hein, c'est la chapelle Saint-Nicolas, hein, qui va se construire vers le XIe siècle. Voilà. Et là, vous avez ici en haut le fameux micro-château, mais qui n'était pas encore un château, mais qui était une micro-forteresse en même temps avec une grosse chapelle
et quelques murs de renforts et de murailles. Et va s'étendre donc les renforcements d'Assurail. Et là, vous voyez ici, en haut, hein, la conduction donc d'un aqueduc, hein, dont il ne reste actuellement qu'un petit bout microscopique qui se situe tout à fait à la porte d'Aix, hein, au Conseil général, hein, qui est à côté du Conseil général. Voilà. Et va s'étendre sur la pointe ici, qui sera beaucoup plus tard la pointe d'accès. Vous voyez déjà que la pointe du Lacidon a été déjà rognée, hein, on l'a gagnée sur les terres, et dans ce point-là partira beaucoup plus tard, au XVIIe siècle, la fameuse voie de la Canebière. Bon, et des murailles vont commencer à s'implanter de l'autre côté, voilà, avec ici de la culture et des marécages où ils faisaient du riz, hein, à l'époque. Voilà. Alors là, on voit ici la construction du château, le château d'If, et ça, on le doit à François Ier. Voilà, donc là, et vous voyez sur l'île, on en est sur le haut du panier, hein, où il reste plus que de la trentaine de moulins, paraît-il, qu'il y avait à l'époque, hein, plus qu'un seul, qui a été aménagée en résidence personnelle et privée, hein, mais elle existe toujours. On ne voit qu'une maison ronde, hein, qui a été complétée par d'autres choses, évidemment, hein, il n'y a plus de pales par ailleurs. Alors là, comment dire, le port va devenir de plus en plus actif, et voilà, tout doucement va se dessiner donc des habitations qui vont peupler intensément ce fameux triangle, hein, avec des accès. Et là, ce qu'on voit en pointillé, c'est justement le fameux aqueduc qui alimentait toutes les maisons à cette époque. Puisque comme le Lacidon a disparu, à un moment donné, bon, il va couler en interne, si je peux dire, en masse souterraine. Donc, des puits vont être creusés et progressivement, tous les travaux que vont faire les Romains, ces canalisations et ces aqueducs vont disparaître par négligence humaine. Bon, des puits vont le remplacer, puis après, ça va être des citernes gigantesques qui vont amener l'eau par ailleurs. Et ce sera uniquement, bon là, j'ai fait une conférence là-dessus, donc j'y passerai un peu de côté, simplement de petits rappels, hein, que l'eau était extrêmement importante et elle va être plutôt canalisée venant du Garlaban et deux, principalement, donc du fleuve de l'Yvonne. Bon, les remparts sont surtout donc au nord, hein, et ici, le chiffre 40, c'est à 42, bon, c'est le Saint-Victor qui est juste ici en contrebas, en dessous du chiffre 40. Voilà, donc il y a un certain nombre de portes, hein, qui vont être gardées. Et donc au XVe siècle, va se lancer l'idée d'une extension pour améliorer le port par ce qu'on appelle le plan Formiguier. Voilà, pour aménager, c'est tout le fond du vieux port, hein, que nous connaissons actuellement, qui n'a pas changé. Et la ligne noire de séparation, ce sera, ben, voyez, c'est le démarrage de la canebière futuriste qui se fera qu'après Louis XIV. Bon, le port étant plus actif, là, j'en ai parlé donc au XIIIe siècle. Voilà, c'est cette fameuse tour Maubert qui va fermer la passe avec une petite tourette de l'autre côté et une séparation entre les deux pour boucher le passage du port. C'est un des points de défense. Parce que la vulnérabilité autant les remparts étaient importants et solides et sérieux du côté de la mer, mais ici, cette face ici au sud de cette ville maintenant, qui commence à être une ville, il n'y avait pas de défense. Donc il fallait bien renforcer l'accès, et on le renforçait par justement une chaîne, voilà, une chaîne
Et comme la chaîne était trop lourde, évidemment, donc cette chaîne, un accès de 30 mètres de distance, a été séparée en deux, donc des chaînes de 15 mètres, mis d'abord sur des embarcations, puis après sur des radeaux, puis après des choses de plus costauds, sur sans doute des petites tourelles qui étaient en bois, construites au milieu et qui assuraient un droit de passage. Le droit de passage, il se faisait évidemment au milieu, hein, et il y avait une garde spécifique, un bateau spécifique qui assurait cette liaison. Alors cette fameuse tour Maubert va subir des désagréments. Donc forcément, il y avait des constructions de remparts juste avant. Voilà. Alors celle-ci déjà, on n'est plus sur la tour Maubert, on est sur la tour du roi René, puisque la guerre qu'il va y avoir entre la France et l'Espagne à propos du domaine de Naples, puisque le roi Alphonse V d'Aragon voulait prendre la possession du domaine et de la ville de Naples, et c'est le comte de Provence qu'il a obtenu par héritage de celle qui était la reine de Naples, parce qu'elle n'avait pas d'enfant, donc elle a dédié à un de ses alliés, qui était ici le comte de Provence. Voilà, donc une guerre va s'en suivre. Là où nous sommes en 423, et le roi d'Aragon va mettre toutes ses forces pour attaquer Naples. Le domaine de France est celui aussi le comte de Provence, hein, va envoyer ses troupes, enfin ses troupes, mais surtout ses navires, pour défendre Naples. Alors, le roi Alphonse V d'Aragon va perdre la bataille, mais en retour, il va, vexé et surtout voulant à tout prix obtenir une satisfaction de Racro, il va envahir la ville de Marseille et faire un saccage, détruire, il y a un carnage absolu, détruire cette fameuse tour Maubert qui va être remplacée par la tour donc, du roi René en 1447. Voilà, donc un massacre assez important, et va se construire progressivement donc une muraille pour renforcer ce côté de la mer qui était le plus difficile. Il fallait donc va se créer la tour du Fanal, qui va surtout jouer un rôle d'aide pour créer des feux, parce qu'à l'époque c'était surtout par le feu qu'on signalait de fanal en fanal, donc de tour en tour. Et il y avait une tour qui était sur la tour de la Garde, et une autre qui était un peu plus au bout, au Goude. Donc, donner des indications, on pouvait voir quasiment jusqu'à Bandol. Et dès qu'il y avait des navires, comme ça a été le cas qui arrivaient du roi d'Aragon, ils étaient prévenus. Bon, à cette époque-là, il n'y avait pas de défense puisqu'ils étaient tous partis faire la guerre, et que le roi d'Aragon avait anticipé rapidement sa fuite pour attaquer la ville, et va effectivement ben, permettre de repartir avec un trésor de guerre. Non seulement il va piller, brûler toutes les maisons qui étaient, il va prendre les reliques de Saint-Louis, l'un des anciens rois de Provence, c'est la royauté de Provence, ou le comte de Provence, et il va emporter les chaînes. Voilà, donc, et ces fameuses chaînes, eh ben, elles sont toujours présentes en Espagne, dans une ville de Saragosse. Voilà. Alors par contre, il a fallu attendre près de 500 ans pour qu'en 1956, l'Espagne daigne rendre les reliques et les bijoux essentiels, hein, que sont le ciboire qui était incrusté de diamants et de pierres précieuses, qui étaient dans les reliques, enfin, de l'abbaye Saint-Victor. Voilà, donc ceci va s'améliorer, hein, au fur et à mesure.
il y aura un enrichissement donc du plan Fort-Manguillet, où on va commencer à construire sur le lieu du bout du vieux port quelques bateaux. Voilà. Et évidemment, on passe à ce que je vous indiquais initialement, c'est que François Ier, ben, revenant d'une victoire de Marignan, passe par Marseille et décide de renforcer la ville. Et pour ça, ben, il va à ce moment-là faire construire le fameux château d'If. Hein, donc là, on est en 1524. Donc là, il y a quelques fortifications vont être apportées autour de la chapelle Saint-Nicolas aussi, pour renforcer la liaison avec la chaîne, hein, du port. Donc il y aura un lien qui va se créer entre la chapelle Saint-Nicolas et la tourelle qui fermait la passe, puisque effectivement la passe va être refermée par une nouvelle chaîne, évidemment. Hein. Alors on peut voir au château d'If, sur le porche nord, il reste l'emblème du roi qui est la salamandre, comme dans certains châteaux de, de- de la Loire à Blois ou ailleurs. Alors, quand on regarde derrière la Sainte-Victoire, il y a cette fameuse colline où je vous parlais de la colline de la Garde, hein, qui s'appelait comme ça. Ben, il va effectivement construire, donc François Ier, enfin, il va faire construire évidemment, donc un premier chantier euh, d'un plan triangulaire autour de cette fameuse chapelle, qui chapelle va grossir progressivement d'annexe pour devenir quelque chose d'important, jusqu'à être enfermé presque, contenu par la forteresse qui était. Voilà, donc pour la petite histoire, cette petite chapelle, c'était un prêtre de Marseille qui s'appelait Maître Pierre, qui va faire construire, oh, c'est vraiment, au début c'est presque un oratoire, hein, c'était pour symboliser un lieu de recueillement, et avec tout le augmentement, ça va devenir une petite chapelle, et ça va augmenter en, en importance jusqu'à ce qu'on la nomme Notre-Dame de la Garde. Voilà, donc, et là, on atteint, vous voyez que dans les photos qui sont des années 1850-55, hein, les images, il y a énormément de visibilité encore des murailles qui entouraient ce château. Évidemment, la basilique va devenir étroite par rapport à ça, et progressivement, malgré comment dire, l'implantation effective en 1853, il restera du château que très peu de choses, puisque là, je vous montre l'évolution. La consécration a été faite en 1850, il a fallu plus de 20 ans pour la construire. Évidemment, on ne va pas faire un grand éclat de cette fête parce que la France venait de perdre contre la Prusse, donc les défaites en 1870, et il y avait d'autres chats à fouetter que, que faire une fête, je dirais, régionale, alors que le pays entier était en défaite nationale. Voilà, et progressivement, ben, le fort va être démantelé, la terre va être rachetée aux militaires et donnée à l'Église pour qu'elle puisse s'étendre de façon complète. Et il restera de ces remparts et de cette forteresse trois choses. Ici, un éperon qui existe toujours, hein. D'ailleurs, de là, on a une vue qui est exceptionnelle, hein. On a une vue sur toutes les îles, hein, qui sont des Goudes, en face des Goudes. Et va rester l'entrée où, et des points de liaison du pont-levis et des postes de garde. Il y en a un ici et un de l'autre côté. Voilà. Donc voilà ce qui reste effectivement des murailles. Il ne reste plus que ce petit bout, hein, d'éperon,
hein, de la muraille du château. Alors voilà pour des points de muraille existants sur le haut. Et là, on va passer à une autre échelle. Une autre échelle, c'est l'échelle qui va s'effectuer d'élargir la ville. Et c'est Louis XIV qui va apporter sa contribution de façon importante. Alors là, comme toujours, les Marseillais, c'est des bouillonnants, c'est des indépendantistes absolus. Donc, et ils font souvent des mauvais choix. Donc là, ils vont souvent se mettre en porte-à-faux contre l'autorité de Louis XIV. Et c'est ce qui et les Marseillais vont faire une révolte de trop en 1850, en 1858, et puis etc., encore et encore. Et à un moment donné, ben, euh, Louis XIV en aura assez et va s'intéresser à cette ville au début pour la mater. Et c'est ce qui va se passer. Alors là, les plans que vous voyez sont des plans qui représentent, vous voyez, l'extension de la ville. Elle était ici en bordure, si vous suivez mon tracé, hein. Et ce sont donc les nouvelles murailles que va implanter Louis XIV vont doubler et demi la superficie. Voilà. Et il va faire surtout, avant d'installer les murailles, il va installer surtout la construction de ces deux fameux châteaux. Alors, un autour de la tour dite Vaubert ou celle du Bon Roi René, du Fort Saint-Jean, et construire tout autour de la chapelle, et la chapelle elle est en pointe, hein, la chapelle Nicolas, tout un fort gigantissime qui va non pas se tourner avec les canons vers la mer pour défendre la ville, mais les canons orientés vers la ville de Marseille, parce que c'était eux les mauvais sujets du roi. Voilà, c'était pour les mater complètement. Et il va faire quelque chose de particulier pour arriver. Donc, il va agrandir jusqu'à 3 fois la superficie donc, de ces remparts. Donc, vous voyez les dimensions, hein. Voilà, donc il va occuper d'abord en janvier 1660 par 6000 soldats. Il va destituer, placer des hommes à lui pour diriger la nouvelle ville. Il va désarmer au sens enlever les canons qu'il y avait à l'intérieur et les armes et les armureries pour les distribuer et construire les fameux comment dire, châteaux dont je vous ai indiqué par ailleurs. Alors voilà comment a été, si on est euh, sur l'arrière de, du Vieux-Port, on est sur les terres du Vieux-Port. On a ici, euh, quasiment plein centre, déjà euh, la- l'abbaye Saint-Victor, on a la tour Maubert, et ici la construction de, ici de l'arsenal de construction de bateaux. Voilà. Et ici, une extension qui avait été faite, et là, il y avait une porte là. Et c'était la porte royale, on appelait ça la porte royale, parce que c'était celle qui était la plus décorée, la plus grande. Et tout autour, ben, c'était, bon là, ici, on ne le voit pas sur l'extrême gauche, mais on est sur le haut de la colline de Notre-Dame de la Garde. Voilà, donc il y avait des champs, hein, et beaucoup de petites habitations où c'était des cultivateurs qui s'installaient tout autour. Et pour beaucoup, autour de cette fameuse tour royale, il y avait des champs où on cultivait le chanvre et le cannabis. Mais pas pour des fins de ce que nous connaissons actuellement, qui est un fléau mondial, hein, de drogue, mais c'était pour utiliser la fibre pour faire le tressage, puisque dans la construction navale, on avait besoin énormément de cordage. Donc, c'était des cordiers qui étaient installés principalement autour de cette ville sur des champs qui étaient des champs de, de, de chanvre et de cannabis, d'où le cannebière, hein, le terme de cannebière vient de là, évidemment, hein, quand il y a eu la fameuse construction par Louis XIV d'un axe central. Voilà. Et pour symboliser la soumission,
au lieu d'ouvrir les portes royales, comme il avait vent de faire démolir dans tous les cas les anciennes forteresses, les remparts, pour l'élargir et gagner en superficie et tripler la ville de Marseille, surtout sur le côté est et le côté sud, eh bien, il va rentrer à coups de canon et démolir la porte royale et rentrer quand la, la- la porte sera complètement démontée. Voilà, il faut des symboles. Alors, cette porte, elle était, pour situer actuellement, à hauteur de la Bourse, hein, ou de la place Charles de Gaulle. Elle était là, quoi, cette fameuse place. Et tout ce qu'il y avait au-dessus, évidemment, c'était des champs, comme je vous le disais. Donc, il va construire, je reprends cette ville, avec sur le haut, axe central, vous imaginez cette forteresse gigantissime, hein, qui va s'effectuer d'un côté, Saint-Nicolas, et le Fort Saint-Jean autour de cette muraille qui existait uniquement, c'était celle-ci. Là, voilà. Donc ceci a été créé un peu après. Et là, on va étendre, casser toutes les murailles qui étaient sur l'axe ici de l'axe, on peut dire, de la porte d'Aix, qui était par ici. Hein, voilà, la porte d'Aix, elle était là, jusqu'à la porte royale qui était ici. Donc on va casser tout ceci et des pierres vont être amenées pour faire la construction des deux forts, principalement celui du fort Saint-Nicolas qui a nécessité des matériaux de façon considérable. Voilà. Et on va construire donc l'extension de cette ville avec de nouvelles murailles, hein, et de nouvelles portes. Donc la porte d'Aix est ici, sur un axe qui est orthogonal. Donc la Canebière dans un sens, hein, qui va se prolonger au-delà, et de l'autre côté, autour de ce deuxième axe, qui est de la rue de Rome, la porte de Rome qui était ici, et la porte d'Aix qui est restée dans cette dénomination ancestrale. Voilà. Évidemment, donc, et ici, il va y avoir construction des arsenaux, enfin, l'arsenal, hein, celui-ci était en démarrage, donc il va être renforcé, et on va étendre, repousser les pêcheurs qui détenaient ces coins-là pour les remettre beaucoup plus loin, dans cette anse ici, hein, qui sera comblée plus tard. Mais pour les pêcheurs, on va les repousser complètement en bout quand tous les travaux seront terminés. Voilà pour l'axe général. Alors, quand on regarde le détail, c'est le premier fort qui va être mis. De l'autre côté, il y avait déjà euh, des rudimentaires d'un fort, hein, avec une tour, deux tours et des petits bouts de rempart. Donc là, on va construire donc le fort Saint-Nicolas dès la première pierre qui a été posée en février 1660. Voilà. Et comme je vous l'ai indiqué, hein, il y avait une chapelle qui était là, qui était dépendante de l'abbaye Saint-Victor. Voilà, ils vont s'appuyer dessus pour que cette fameuse chapelle qui est ici, si vous voyez, je vais faire entourer la fameuse chaîne. Voilà, on va entourer cette fameuse chapelle qu'on va renforcer et on va l'étendre pour qu'il y ait un lien très prononcé avec l'abbaye Saint-Victor, pour que l'abbaye Saint-Victor soit presque rattachée par une fausse muraille. Voilà. Donc alors la construction de la cité, c'est quelque chose d'hallucinant, puisque elle va nécessiter de vider complètement les réserves de la carrière qu'il avait à la couronne. Et si vous baladez le long de la couronne, le long de la mer, vous verrez même encore maintenant sur l'eau des endroits où on a l'impression qu'il y avait des habitations, comme si, mais non, c'était des entailles qui ont été faites de ces blocs qui sont partis après. Il y avait une carrière là, hein, qui était en bordure de mer. Et la carrière va être vidée complètement pour remplir et récupérer tous comment dire, les pierres, hein, des remparts qui vont être détruits de l'ancienne muraille. Voilà, alors là, euh,
Bon, on utilise cette démolition comme on l'a indiqué. Et cette construction, elle est unique en France parce que c'est une construction d'un fort sur un fort sur un fort. Alors, quand on le regarde, regardez un petit peu, c'est une étoile dans une étoile dans une étoile. Il y a 3 niveaux. Enfin, alors on appelle ça le haut fort et le bas fort, mais il y a comme un intermédiaire. Alors quand on est sur le haut fort, bon, c'était construit et terminé c'était fait en 4 ans, ce qui est colossal hein, quand même. Donc il y a évidemment la forteresse centrale est assez imposante ici, une sorte d'hexagone, et on va y construire des bastions, 3 bastions, on dit fermés, et un bastion qui est dit ouvert, parce qu'il est moins protégé, parce qu'il était protégé par ailleurs par en bas. Voilà. Après, il y aura un deuxième niveau d'étoiles, parce que là, vous voyez, des étoiles qui sont en contrebas, comme celui-ci, comme celui-ci, comme celui-ci. Voilà. Il y a trois deuxièmes niveaux. Et puis, il y aura, évidemment, chaque fois, il y a des courtines. Dans les courtines, c'est des remparts. Hein, c'est notre terme pour dire des remparts, hein, qui seront plus ou moins hauts, euh, avec des pans inclinés, euh, qu'on appelle des fosses brées. Hein, parce qu'il suffit qu'il y ait une porte d'accès, une poterne pour pouvoir sortir, et on l'a protégé par un petit muret pour qu'on puisse sortir sans qu'il y ait éventuellement dans une attaque des armes qui pouvaient, comme des projectiles, flèches ou autres, pour atteindre les gens qui y sortaient. Voilà, donc il y a des 3 bastions, des courtines, des flancs ouverts, etc. Et on est sur le bas-fort, et ce bas-fort va se relier à la mer, voilà, avec des ouvertures particulières, comme là il y avait aussi donc une sorte de mini sorte de pont-levis hein, qui permettait de faire un premier barrage, si je peux dire. Alors vous voyez, les plans sont complètement de niveaux différents. Vous voyez, il y a les murailles, il y a déjà encore une muraille ici en avant, muraille à cette hauteur, une muraille encore un peu plus haute, une muraille encore plus haute. Donc, il y avait 3 niveaux de distinction de murailles. Alors, ça crée une masse qui est incroyablement puissante. Quand on regarde ce fort, on a l'impression qu'il est construit qu'avec de la pierre, et puis ce n'est que de la pierre, effectivement. Alors, quand on le regarde sur une maquette, on comprend l'étendue de ceci. Là, évidemment, on est au niveau, à l'extrême de la pointe, on est au niveau de la chapelle hein, qui est initiale. Voilà. Et vous voyez bien ce fort en étoile, hein, mais qui a des bastions encore à droite, à gauche, encore pour entourer complètement. Et un peu plus en arrière, là, eh ben, il y a la liaison avec l'abbaye Saint-Victor. Alors évidemment, dans l'extension plus récente du XXe siècle, eh ben, ce fort va être coupé en deux par une voie qui va le scinder pour que puisse relier jusqu'à la pointe qui est le pharaon et qu'on puisse rentrer, longer la mer par la corniche. Mais ça, c'est dans un temps beaucoup plus récent. Mais ce fort va être coupé en deux par un accès autoroutier. Et en avant de ceci se créera, sous la mer, aussi au XXe siècle, bon, le fameux tunnel sous le Vieux-Port pour gagner de la circulation au moment où, dans les années 50 à 60, le trafic routier deviendra impossible pour pouvoir circuler en ville. Donc voilà pour le premier fort. Euh, voilà, donc là, on voit bien, donc si je regarde cette étoile qui est indiquée en bas, il y a la ville donc, va dépasser va atteindre les 200 hectares sur ces 65 qu'il avait initialement réservés dans son triangle qu'il avait initialement, qui est resté quasiment viable jusqu'au 15e siècle, quoi, presque 16e siècle hein, avant qu'on l'étende autour. Et là, on va gagner sur toute la largeur
Ici ouais, en contrebas, ici, là, c'est l'abbaye Saint-Victor. Voilà. Donc, évidemment, des résidents vont s'y implanter et beaucoup des personnes nobles ou riches vont s'installer sur ces quartiers nouveaux. Ah, pardon, là j'ai fait une petite mauvaise manip. Voilà, donc elle va s'étendre vers l'est, vers le sud, hein, et elle va s'étendre, voilà. Alors le pavillon de l'horloge, c'était le pavillon qui était le point de liaison de l'arsenal. À côté, il y avait ben, la prison, il y avait les constructions en allée, il y avait aussi la clinique, enfin, l'hôpital, ce n'était pas une clinique, c'est l'hôpital, hein, des galériens. Voilà, donc on arrive progressivement à la réalité de cette ville qui s'étend de part et d'autre. Voilà, donc, et au cours de cette fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, les guerres s'estompant, ben, cette barrière de rempart va devenir fictive, elle ne sera plus qu'un avantage d'une clôture fiscale qui va permettre de dire est-ce qu'on est dans la ville ou est-ce qu'on est en dehors. Voilà. Et il n'y aura pas le même tarif de, de- des impôts fonciers. Donc les impôts ont existé de tout temps. Voilà, donc là on est sur l'arrière de la Canebière, là où il y a là où il y a les arcades, il y a le miroir, le fameux miroir qui a été conçu il y a une dizaine d'années, qui était à cette place-là. Voilà, donc là c'est les constructions du plan euh, Fermont-Guernier. Voilà, et on voit bien encore qu'il n'y a pas trop d'habitations sur l'arrière. Ça va se peupler progressivement, progressivement. C'est surtout au 19e et au début du 20e que la ville va s'étendre complètement au sud et à l'ouest. Voilà, pendant ce temps, ce fameux plan, hein, de construction de François Ier et surtout de Louis XIV, Louis XIV veut créer de Marseille la première flotte de France. Donc il y avait des galères et il y avait des nouveaux bateaux qui étaient des vaisseaux, qui étaient beaucoup plus hauts, beaucoup plus rapides, beaucoup plus malléables, etc. Et les galères, c'était uniquement parce qu'il y avait des galériens, c'est-à-dire qu'il fallait la rame, alors que les autres, c'était surtout des vaisseaux serre-voile. Donc, il y aura jusqu'à près de 45 voiliers, enfin, vaisseaux qui vont être implantés comme ville militaire, qui était tout autour. Là, on peut imaginer une ville, voilà. Et va se créer cette fameuse arsenal qui va s'étendre progressivement sur la rive neuve. Voilà. Alors, quand on est maintenant de l'autre côté, sur le fort Saint-Jean, si on remonte à l'origine du fort Saint-Jean, c'était une commanderie de, religieuse des hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem au XIIe siècle. Voilà. Donc, ils vont créer un, un mini-fort avec cette fameuse tour Maubert et voilà. Et tout doucement, ça va s'augmenter progressivement au cours des décennies d'une chapelle, puis après d'une église en complément d'un hôpital et aussi d'un palais. Et ce palais va prendre de l'importance puisqu'il va devenir le, le palais presque résidentiel de tous les nobles quand ils venaient en visite voir le comte de Provence ou si c'était le roi de France qui venait. Ils venaient résider là parce que c'était le commandant, enfin le palais du commandeur qui était le plus prestigieux et le plus luxueux qui existait sur la région et sur Marseille. Voilà, bon, il va se transformer jusqu'à la fin du XVIIe pour devenir tel que nous le voyons. Évidemment, Louis XIV va donner sa patte complémentaire pour renforcer et pour combler un vide entre ce fort Saint-Jean et la butte de Saint-Laurent, qui est juste là sur la droite, avant que ça ne devienne plus tard
je dirais, la construction, mais tout ça, je vous l'ai indiqué l'année dernière, hein, dans les 3 conférences que j'ai faites sur les monuments disparus, bon, qui était donc le canal Saint-Jean. De cette fosse qui séparait et isolait justement ce fort Saint-Nicolas pour sa sécurité et pour bien protéger la ville, ce fossé va être creusé complètement pour relier, quand ça va être le moment opportun, donc pour relier donc le Vieux-Port dans les années du début du 19e, pour relier donc le nouveau port de la Joliette en contre-bout, qui lui-même va être relié en bout par le canal du Rove, qui va se construire dans les années 1915, juste avant la guerre ou après la guerre, pour rejoindre la fosse par l'étang de Berre. Voilà. C'était une sorte de dérivatif, une déviation pour que les navires puissent entrer par 2 axes et rejoindre l'axe qui allait vers la Méditerranée. Voilà, bon, évidemment, là on a cette image qui était encore présente euh, euh, au milieu vers la fin vers le milieu du XXe siècle. Voilà, donc ce fort va être renforcé. Voilà, donc on voit bien la tour dite anciennement Maubert et la tour de Fanal. Voilà, alors les travaux de restauration qui ont été faits, hein, depuis que Marseille était ville européenne, hein, capitale de l'Europe. Donc, des travaux énormes ont été faits dans ceci pour restaurer en partie, et la visite simplement même sans guide est très belle parce qu'on y voit des constructions qui sont du Moyen-Âge, hein, à l'intérieur, et on a comment dire, une vue qui est quand même assez exceptionnelle. Voilà, donc là, c'est la tour Fanal qui avait été construite en 1664, hein, ou dite la tour ronde. Voilà, donc donc le Fort Saint-Jean, comme je l'ai indiqué, était construit, renforcé par Louis XIV, bon, par un ingénieur de fortification, Clerville, euh, en expulsant, mais ça, l'État sait faire, hein, donc là, l'État, c'était le Louis XIV, les hospitaliers qui vont être remis dans un autre secteur. Voilà, donc on voit la construction, et à cette époque-là, évidemment, c'était ça le fameux fossé où les voies, hein, de sortie seront faites après transformées par des voies non plus navigables mais routières. Et ici, c'est évidemment, c'est le bâtiment, c'est l'église Saint-Laurent, qui est aussi une très vieille chapelle, enfin très vieille église. Voilà, donc voilà la construction telle qu'elle a été dessinée et qui est restée telle qu'elle. Donc voilà des fortifications qui restent et qui sont donc un peu de Louis XIV, mais surtout de François Ier, qui a instauré justement un renforcement de ces châteaux avec le château d'If. Voilà, le fameux fossé, et là c'est la hauteur de la chapelle Saint-Laurent, et ici le Fort Saint-Jean est ici, hein, de l'autre côté. Alors on le voit mieux ici, avec ce passage, voilà, de cette fosse, et là où les Marseillais, hein, venaient se baigner, c'est les roches plates, comme on appelait ça, les roches plates, qui sera comblé par l'eau, puis après on va garder le creusement de ce canal pour élargir et faire des voies routières. Voilà les remparts, donc on arrive au bout de ces fameux remparts. Donc
les remparts vont se faire en trois parties. Hein, principalement, d'abord, on va construire le haut, ici, l'aménagement, et après, on va s'intéresser principalement au sud et à l'ouest, avec la mise en place, la fameuse place d'armes, hein, qui a eu pas mal de péripéties. Donc, un chantier qui a commencé en 1689, il faudra presque 90 ans pour qu'il soit achevé dans sa totalité, dans les constructions et dans les fortifications. Hein, voilà, parce qu'évidemment, c'était énorme que ce chantier qui a été imposé. Voilà, donc là, euh, on voit l'étendue. Hein, donc, les ouvriers, les cordiers vont s'installer, tout ça. Ils vont s'expatrier à l'extérieur et squatter justement les parties qui sont en extérieur. Et progressivement, de cabanons, on va devenir des petites maisons. Et voilà, de construction en construction, eh ben, la ville va s'étendre progressivement quand les guerres n'auront plus lieu. Et on arrive à la Révolution où les révolutionnaires vont décider de renverser évidemment l'œuvre de Louis XIV. Il y a des symboles toujours, hein. Donc tous les symboles vont être détruits et on veut détruire les symboles de Louis XIV. Donc on va raser progressivement tous les remparts qui ont été élaborés par Louis XIV, qui vont disparaître, disparaître, disparaître. Et on peut dire qu'au début du 19e, il ne reste plus, quasiment plus de remparts de ceux construits par Louis XIV. Il reste ceux des petits bouts anciens, comme je vous l'ai indiqué sur le port antique, comme je vous l'ai indiqué sur une bricolette autour du fort, de Saint-Jean ou autre. Bon, là, c'est certain que le fort Saint-Nicolas, ils l'ont gardé dans la structure tellement c'était imposant et diaboliquement fortifiant et fortifié cet élément. Voilà, le seul rempart existant de Louis XIV se trouve à la rue des Lys. Et pas bien long, hein. Il doit faire 250 mètres, hein, même pas 200 mètres. Voilà, donc c'est le seul. Il se situe dans un des enfermements du palais du Pharaon. Il y a l'université l'université de la Méditerranée qui est à l'intérieur et la mairie une des mairies donc d'arrondissement, donc au palais du Pharaon. Voilà, donc c'est le fameux mur qui reste. Voilà, là on le voit autrement. Donc si c'est la seule authentification que nous avons du mur de Louis XIV. Voilà, donc là on a atteint un gros morceau. Les autres, ils seront beaucoup plus digestes, si je peux dire, parce que des anecdotes vont amener des bouleversements de la ville, mais d'une autre façon. Alors, bon, celui-ci peut être présent bien dans vos mémoires, pour ceux qui ont le même âge que moi, hein, et qui sont des retraités, parce qu'ils ont pu l'emprunter pour éventuellement monter sur ce funiculaire. Alors là, l'abbaye de Notre-Dame de la Garde avait été finie en, en 1870, juste au moment de la perte donc, contre la Prusse. Et la fréquentation va être de plus en plus importante. Hein. Il va y avoir aussi, les marins vont la prendre comme le lieu où on va y mettre les ex-voto. Donc, progressivement, ça va s'étendre. Des annexes vont se concevoir, même une petite boutique et compagnie. Euh, donc, il fallait à tout prix que le moyen d'accès soit un peu plus efficace. Alors, des projets vont être faits progressivement, même s'il y avait une ligne de bus qui était ouverte pour y amener. La route était difficile d'accès, il n'y en avait qu'une. Et on va retenir un des projets
hein, donc d'Émile Maslin, pour que débute le fameux funiculaire de la Garde qui va être retenu. Alors, c'est une construction qui a été relativement vite faite, si je peux dire. La passerelle que nous voyons, la passerelle de conclusion et d'accès définitif, a été construite par Eiffel. Donc Eiffel a mis quelques éléments dans sa structure ici sur Marseille, on en a quelques-uns. Bon, on en avait, parce que celui-ci n'existe plus. Voilà. Alors, il va être inauguré 2 ans après, donc en juillet 1892. Bon, la date de tout cet été va pas dépasser les entendements, puisque le record absolu a été fait un 15 août, évidemment un 15 août, hein, la fête de la Vierge, hein, va recevoir plus de 15 000 personnes dans la journée, ce qui est un record absolu. Alors le système est un système très particulier, parce que c'est un système qui marche, un système hydraulique. Donc, il y avait une certaine pente, il y avait près de 65 à 70 mètres du point de la gare à celle d'arrivée, hein. Voilà, donc 2 cabines qui marchent en système d'aller-retour, avec des grandes cuves qui sont placées euh, dans les flancs de la montagne et qui font, par des moteurs très puissants, faire remplir et faire monter, et vider et faire descendre. Évidemment, alors si il fallait 2 minutes pour monter ou descendre du moment où on rentrait et du moment où on sortait, il fallait 10 minutes au total pour que les cuves puissent faire fonctionner ce mécanisme de montée et de descente. Voilà, c'est un système d'aller-retour. Évidemment, un système hydraulique euh, était extrêmement bruyant. Euh, voilà, donc c'était une balance, une sorte de balance à eau, hein. Voilà, ils ont fait de jolies choses pour les accès. Là, on est dans le style, hein, de Haussmann, hein, dans les constructions de ces fontaines Haussmann, là, hein, toujours avec des colonnades. Voilà, donc 2 minutes par rapport à 10. Donc des queues phénoménales, mais les gens attendaient, ils savaient que c'était leur tour au fur et à mesure. Voilà. Jusqu'à ce que, ben, à un moment donné, bon, il y a une passerelle qui était de plus de 100 mètres de long, 5 mètres de large, qui était assez considérable aussi, hein. On était sur voilà, la rue Jules Moulet, bon, la rue Dragon principalement, hein, ce qui donnait accès. Et c'est soit, donc, elle va bien fonctionner pendant près de 70 ans à peu près. Mais l'arrivée, elle va être rénovée, hein, puisque on va aller remplacer les cabines juste pendant la guerre, quoi, hein. Et puis, c'est le développement des voitures qui va amener sa fréquentation en diminution de façon considérable, puisque les moyennes, hein, des chiffres vont passer de près de 440 000, enfin 457 000 en 51, c'était le record absolu du nombre de passagers qui a été effectué dans l'année. Euh, en 66, donc de 15 ans après, à 2000, donc plus de tomber de moitié. Donc progressivement, les gens préféraient prendre la voiture, puisque des parkings se créés tout à fait en haut, en contrebas de Notre-Dame de la Garde, pour y accéder plus facilement et monter sans trop de douleur, si je peux dire, physique, et gagner du temps principalement, parce que les queues étaient phénoménales. Voilà, donc ben, progressivement, on va diminuer la fréquentation. Vous voyez, les parkings
Alors, des parkings qui se sont créés ici autour, hein. Et on va donc s'intéresser à son arrêt qui va se produire donc en 1967, c'est pas si loin que ça, hein, ça fait quoi, 50 ans quoi. 50 ans, il va être démoli et il a vécu 75 ans pour transporter plus de 20 millions de passagers, ce qui était quand même pas mal et un beau record. Voilà, donc certains ont été contents que la machine du malin, comme il appelait certains, avec son bruit d'enfer, ait été abandonnée. D'autres, au contraire, s'est appuyé sur ce bruit comme une routine, comme nous, on entend les cloches des églises dans les différents quartiers de Marseille ou de nos petites villes de Provence, et qu'on s'habitue sans que ça nous dérange le moins du monde. Alors voilà ce qui reste du funiculaire. Le premier pilier d'accès, le premier pilier d'accès de terre ferme, et la passerelle, évidemment, elle était en bout. La passerelle était en bout. Elle était là en bout, elle était en bout, ils ont mis une croix à la place. Voilà, et là, c'était le début. Là, il y a eu une passerelle de 100 mètres qui était bien au-delà dans le vide. Voilà le paysage de synthèse que nous pouvons voir entre l'ancien, donc à 60 ans d'écart, entre l'image de gauche et l'image de droite. Alors vous voyez qu'entre-temps, les constructions qui ont été faites, hein, et la densité des habitations qui se sont effectuées depuis. Voilà, le deuxième élément est effectué. Et le dernier, qui est encore une histoire assez originale, c'est l'incendie sur la Canebière qui va détruire un bâtiment, mais créer des choses peut-être que vous ne connaissez pas. Voilà, alors là, nous sommes sur des nouvelles galeries. Nous sommes donc en bas de la Canebière, hein, à côté euh, comment dire, de l'axe, tout près donc de la Bourse, à côté de la Bourse d'ailleurs, qui a été créée donc 50 ans auparavant. Et on va se créer en septembre 2001, donc une immense 4 étages d'une bâtisse de nouvelles galeries de 3500 mètres carrés de surface, dont on a des images. On va ici les images qui sont à l'angle d'une rue et les images intérieures. On a très peu d'images intérieures, justement, c'est les deux seules que j'ai pu retrouver, d'images intérieures, avec beaucoup de décorations, de draperies, de tissus, de bois, etc. On va comprendre pourquoi. Voilà. Donc voilà le bâtiment tel qu'il était. C'est une nouvelle galerie, quelque chose des constructions, tout le métallique était encore signé par Eiffel. Très belle façade, hein, qui représente les mêmes magasins que le boulevard Haussmann. C'est dans le même esprit, hein, on est de cette époque-là, quoi, hein. On est à la fin du 19e, début du 20e. La ville va progressivement prendre de l'importance, le trafic va s'intensifier. Vous voyez le changement d'automobile. Là, on est au début, hein, plutôt, il n'y avait pas de voiture automobile, hein, sur la ville de droite, la photo de droite, et celle de gauche, au fur et à mesure, le changement de plus en plus puissant. Et bien, il va se passer un événement important. Bon, donc, ces grandes nouvelles galeries, c'était des grands magasins qui se sont implantés dans énormément de grandes villes de France. Alors, je n'ai mis quelques exemples, ce n'était pas le but de faire un reportage sur ça, mais à Vichy, à Nevers, à Nantes, etc., etc. Il y a énormément avec des constructions différentes les unes des autres. Donc, c'était vraiment une chaîne de commerce. Et le 28 octobre 1938, un incendie va se déclarer, paraît-il, à cause d'un mégot de cigarette mal éteint par un ouvrier qui travaillait à améliorer la modernisation de ce bâtiment pour la fête de fin d'année. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y avait un autre événement qui était extrêmement important à l'époque, qui se passait au Parc Chano, qui était, vous allez comprendre pourquoi je vous donne cette indication,
c'était parce que c'était les deux personnages les plus importants de France de l'époque. C'était les deux présidents qu'on appelle le président du Conseil hein, et le président de la Chambre des députés. Donc, il manquait que le président de la République n'était pas là, mais il y avait les deux chefs des assemblées du- parlementaires qui étaient présents, dont un qui était le Parti radical et les socialistes. Ils étaient au Parc Chanot et toutes les forces, beaucoup de forces de sécurité et des forces, je dirais, pour les incendies, étaient présents sur ce lieu au cas où. Voilà. Et donc, ils vont être présents et ils vont assister de façon indirecte eh ben, à la débâcle des secours marseillais. Alors pourquoi? Qu'est-ce que se passe-t-il? Plusieurs causes, hein, il n'y en a pas qu'une seule. D'abord le Mistral, qui était très fort à ce moment-là. Deuxièmement, il y avait la richesse de tout ce qui est en structure habitable intérieure qui était inflammable, du bois, du tissu, des tapis, etc. Hein, et en 15 minutes, le magasin était un brasier gigantesque. Troisièmement, le sapeur-pompier, même si le premier va arriver après 4 minutes, ce qui est rapide, mais les camions citernes, entre guillemets, hein, des pompiers vont arriver les uns après les autres. Et ils vont arriver tellement lentement, c'est que comme il n'y avait pas de service d'ordre, la plupart des services d'ordre étaient déjà justement au Parc Chanot pour l'événement politique d'importance nationale. Euh, les gens qui étaient là, ben, ils vont rester là pour voir l'incendie. Et ils vont bloquer. Et il y aura près de 10 000 personnes qui vont être autour et à regarder et à empêcher les pompiers d'arriver. Et ils vont même jusqu'à écraser les tuyaux d'eau qui vont certains éclater. C'était une catastrophe absolue sur le plan de la gestion du secours. Alors, donc il y avait encore un autre élément complémentaire, c'est que le chef, le commandant des pompiers, Fred Enucci, était blessé quelque part auparavant et son adjoint l'a été tout de suite au début de l'intervention. Donc, ils étaient privés des deux chefs les plus importants qu'il y avait. Il y a eu un peu de désorganisation et aussi une vétusté du matériel. Et la dernière gourde qui est la plus absolue, c'est qu'un des employés de la Société des eaux, qui supposait une fuite de canalisation parce qu'il a vu au niveau de ces machines qui contrôlaient à distance qu'il y avait un débit important qui diminuait dans ces cuves, donc a dit il doit y avoir une fuite et il a coupé l'alimentation tout simplement. Donc les robinets d'accès qui avaient des soldats du feu sur le lieu où il y avait des bornes d'incendie ont manqué d'eau. Donc ça a fait une catastrophe absolue. Donc, vous pouvez imaginer les images. Et l'incendie allait se propager progressivement dans tout le quartier. Si n'était pas euh, apparue une chance extrême, c'est que dans le fameux bâtiment des Nouvelles Galeries, à côté, juste à côté, il y avait, comment dire, une, une petite bâtisse spécifique des marins-pompiers. Hein, et ce sont eux qui vont alerter les responsables importants sur Toulon et ils vont faire venir rapidement, mais comme ils le peuvent, et ils vont aider grâce à leur sang-froid, leur efficacité, sous les yeux des deux présidents du Sénat et, et des chambres des députés, à que le feu ne se propage pas sur les alentours des bâtiments autour de la Canebière. Voilà, donc bon, des phrases ont été dites à ce moment-là de façon presque injurieuse contre la ville de Marseille qui a été en dessous de tout dans son organisation. Évidemment, des mises en, des bilans vont être faits euh, et puis des enquêtes extrêmement poussées. Bon, d'abord, ce qu'on a déploré, c'était énormément de blessés, près de 200 blessés, 73 morts, beaucoup d'employés féminines qui y travaillaient.
Voilà, le bâtiment, on voit ce qu'il en reste. Voilà. Donc, la ville, elle va être, le gouvernement va faire des audits et il va voir qu'il y avait une gestion catastrophique, non seulement des services de l'eau, des services donc des incendies, mais des employés municipaux, mais des hôpitaux et la Société des eaux. Donc, il va y avoir Henri Tasso, qui était maire à l'époque, va être démis de ses fonctions. On va y mettre sous tutelle un préfet sur l'eau qui va charger de la cité de la ville pendant 5 ans, jusqu'à la fin de la guerre. La ville de Marseille sera toute tutelle de l'État. Et il va, à ce moment-là, se créer, et c'est ça qui est extrêmement important. Bon, des fois, on ne comprend pas pourquoi la ville de Marseille est gérée, Marseille, par des marins-pompiers, alors que ce ne sont pas des sapeurs-pompiers, hein, qui sont des éléments, là c'est militaire, alors que c'est civil. Donc le 29 juillet 1939, un bâton militaire va être mis en place. Voilà. Et une gestion aussi sur les hôpitaux et les organismes sociaux par ailleurs. Bon, on va remettre à flot complètement une société des eaux, et c'est celle-là qui nous gère depuis 1943. Depuis 1943, l'eau de la ville de Marseille, avec ses différentes réserves qu'elle a. Voilà, donc la création des bataillons de marins-pompiers, et c'est le seul bataillon militaire qui est sous la dépendance et sous les ordres d'un maire. Voilà. Alors évidemment, ils sont en lien, les marins-pompiers, avec le SDIC, c'est-à-dire le commandement des sapeurs-pompiers, hein, qui sont civils. Voilà, donc cette explication montre que cette ville va être sous dépendance, et on va remettre à flot énormément d'administration où il y avait beaucoup de laisser-aller, pour ne pas dire d'un flottement grave sur des pistonnages et compagnie. Bon, les marins-pompiers, bon, au-delà de gagner la guerre de ce bâtiment et l'en sauver, vont aussi récolter la croix de guerre en 50 pour les services rendus pendant l'envahissement des Allemands de la ville de Marseille, et leur état qu'ils ont effectué sur des sauvetages de la ville. Voilà, donc on appelle ça, de façon simpliste, le bataillon. Hein, et c'est ce bataillon-là qui continue à vivre. Hein, de ce bâtiment restant, il a été évidemment rasé, puisqu'il ne restait plus rien. Il a été reconstruit par un bâtiment de 10 étages qui existe toujours, où il y a eu différents organismes dedans, dont l'UFM, dont voilà, donc l'organisme de gestion des enseignants, mais aussi des magasins, et puis il y a toujours un poste d'intervention des marins-pompiers de Marseille, comme pour symboliser l'histoire de ce qu'il y avait à l'époque. Et voilà, les nouvelles galeries vont fusionner avec d'autres et vont devenir les Galeries Lafayette, qui se sont installées à nouveau sur Marseille, à ce moment-là, à la rue Saint-Ferréol, et dans d'autres villes par ailleurs. Hein. Voilà, j'arrive au bout de cet exposé. Voilà, ben j'ai laissé, mon timing était respecté, quelques minutes pour pouvoir éventuellement recevoir des questions, et cela soulèvera donc un prochain exposé sur des monuments terrestres disparus qui seront bien autre chose, évidemment. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ceci vous aura plu. Allô, allô? Allô, allô?